Vous retrouvez comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler de trois thèmes différents. D'abord, on va parler de diabète, puisque aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète. Ensuite, nous allons parler de l'entrepreneuriat et avec ces journées, ces portes ouvertes organisées par l'Université Abdelhamid Mehri de Constantine. On en parlera avec, bien sûr, des reportages sur les capacités des étudiants à créer leur propre entreprise. Ensuite, on terminera pour parler d'archéologie et de patrimoine matériel et immatériel. Voilà les trois sujets que nous allons aborder durant cette émission d'1h30 à partir de maintenant. Mais nous allons commencer comme prévu par le diabète. Et puis, vous savez, le diabète touche de plus en plus de personnes dans le monde, mais notamment en Algérie. On n'a pas de chiffres réels, parce que chaque jour, des nouveaux cas. Et puis surtout, comme c'est une maladie assez silencieuse, beaucoup de patients, beaucoup de diabétiques ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Alors, docteur Azhar Bousta, marhaba bik, d'abord, merci d'être là. Bonjour, marhaba. Alors, vous travaillez à la clinique des diabétiques de Constantine. Oui, on prend en charge les patients diabétiques. On note que le diabète il est en augmentation et c'est une maladie malheureusement qui touche un nombre important des patients, des personnes à travers le monde. On arrive à des chiffres vraiment très importants. On compte actuellement plus que 425 000 millions de diabétiques à travers le monde. Ça, c'est énorme. C'est énorme, avec une prévalence d'une personne atteinte d'un diabète sur 12. Et en Algérie, selon les dernières données du ministère de la Santé, on est à 15% de diabétiques, soit 2,8 millions diabétiques algériens. Alors, oui, quand on dit 8 millions de diabétiques traités, voilà ceux qui sont diagnostiqués et identifiés comme étant diabétiques. Et là, sachant bien pour être identifié, il faut d'abord qu'il y ait le dépistage, que la maladie soit confirmée, que le patient prend un traitement pour justement soigner son diabète. Oui. Et les autres? Et malheureusement que le diabète, chez beaucoup de personnes, il passe silencieux et on n'arrive pas à la découvrir jusqu'à l'apparition ou l'installation d'une complication. Voilà. Donc, alors, le but justement de cette journée qui a été, rappelons-le, créée en 1991, ça fait déjà 32 ans de journées chaque année. Il y a le 14 novembre, des journées, des portes ouvertes, de la sensibilisation. Alors, par exemple, moi, citoyen normal, à quel moment je dois m'inquiéter et me dire est-ce que j'ai ou non le diabète? D'abord, on doit comprendre c'est quoi le diabète. Le diabète, c'est une hyperglycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang, il est élevé. On a dans notre organisme une hormone qui s'appelle l'insuline, qui est sécrétée par notre pancréas. Et à certains moments où la sécrétion, la diminution ou bien même la carence, associée à une résistance qui est la diminution de la sensibilité des tissus de l'organisme à cette insuline. Et suite à ça, on va avoir un diabète. Et c'est nécessaire de définir les facteurs de risque, puisqu'il y a une population qui est prédisposée à faire le diabète. Déjà, on a le diabète dans la famille, on doit s'inquiéter. Le premier facteur, il est héréditaire, c'est ça. Donc, si on a dans la famille, par exemple, les parents diabétiques, là, on doit faire attention. Exactement. Pour les gens obèses, même avec surpoids, le surpoids, la charge pondérale. Exactement, le stress, le tabagisme, les gens qui ont déjà l'hypertension artérielle, les gens qui ont une dyslipidémie, les femmes qui ont déjà fait un diabète gestationnel. Donc, chez cette population, on essaye de faire le dépistage. Alors, je sais que peut-être c'est un peu compliqué quand on entend hyperglycémie, dysfonctionnement. C'est des mots qu'on va aller peut-être simplifier. Ça veut dire que quand est-ce qu'on sent qu'on a
par exemple, le taux de glycémie, le taux dans le sang qui est élevé? Quand est-ce qu'on va s'en rendre compte? Généralement, il y a certains symptômes, mais ils ne sont pas spécifiques et ils peuvent être absents chez certains patients. On peut noter, par exemple, chez certains patients, ils présentent, par exemple, la polyurie. C'est le besoin d'uriner fréquemment au cours de la journée et même la nuit. Certains, ils présentent, et c'est associé généralement à une polydipsie, qui est c'est la soif et le besoin de boire aussi plusieurs fois et fréquemment la journée. Pour certains, on note un maigrissement anormal associé à une polyphagie, c'est-à-dire le besoin de manger. De manger, hein, une grosse faim. Parfois une fatigue. Et malheureusement, pour certains, on n'arrive pas à diagnostiquer le diabète jusqu'à l'apparition ou l'installation d'une complication et qui va encore compliquer la prise en charge. Donc, on insiste surtout sur la prévention. On essaye de baser sur les facteurs modifiables. C'est-à-dire, par exemple, si moi j'ai dans mes gènes, je suis prédisposée génétiquement à faire le diabète, je peux rien faire. Mais si je suis obèse, je peux diminuer le poids. Si j'ai une malbouffe, j'essaye de manger plus sainement. Voilà. Si je suis sédentaire, j'essaye d'être active. Pour les tabagiques, essayer d'arrêter de fumer. Exactement. Même pour ceux qui ne sont pas diabétiques, il faut arrêter de fumer. En agissant sur ces facteurs modifiables, on peut éviter même le diabète. Mais si je suis déjà prédisposée ou je suis prédisposée, je peux, en modifiant ces facteurs, je peux éloigner et gagner du temps. Oui, voilà. Et gagner du temps. Donc c'est une course à faire contre le diabète et essayer de l'éviter. Ouais. Alors pour l'éviter, d'abord on peut prendre certaines, comme vous le disiez, une alimentation saine et équilibrée. C'est bien de manger, comme on dit, diététiquement. C'est-à-dire ne pas manger n'importe quoi à n'importe quel moment. Exactement. Et surtout éviter les grosses bouffes. Exactement, il faut diminuer la consommation du sucre. Ça, Mais le sucre se trouve partout. Exactement. Il est dans le pain, il est dans les fruits, il est dans les jus, il est dans les limonades, il est partout. Où est-ce qu'on peut... Il faut éviter tout ce qui est toute alimentation industrielle. Donc, il faut arrêter de consommer de façon excessive les sodas, le pain. On sait bien que, par exemple, une baguette de pain, le poids d'une baguette de pain, c'est 200 grammes. Si on consomme une baguette, on dirait qu'on a consommé 100 grammes de sucre, puisque la moitié du poids du pain, c'est quand même... c'est important. Et nous, les Algériens, on est des grands on est férus de pain. De... On mange du pain à n'importe quel moment et puis on mange une quantité énorme. Donc ça veut dire qu'on mange aussi du sucre avec. Exactement. Voilà. On essaye de s'organiser dans la journée, ne pas manger tout le temps, ne pas manger entre les repas pour laisser le corps faire son métabolisme, en essayant d'éviter tout ce qui est fast-food et tout. Prendre toujours des légumes, surtout une salade avant les repas, et garder sur les recettes de nos mamans. Oui. Les bonnes vieilles recettes qui sont quand même, elles sont pas mal déjà, elles sont délicieuses et en plus elles sont bonnes pour la santé. Alors ne pas aussi se laisser aller à manger aussi, mais ne pas faire du sport. Le sport, c'est pratiquement le meilleur moyen de repousser le diabète. Oui, exactement. C'est nécessaire de faire de l'activité physique, puisqu'un traitement seul peut rien. Si on ne l'associe pas à une bonne hygiène de vie, à une bonne alimentation, à une activité physique régulière. Parfois, les gens n'ont pas le temps, par exemple, d'aller à la salle de sport. On peut faire une marche rapide chaque jour. C'est ce qui est recommandé, une demi-heure de marche chaque jour. C'est excellent. Alors, quel est le type de diabète, parce qu'il y en a plusieurs, quel est le plus répandu en Algérie? Justement, maintenant on est en train de parler sur le diabète de type 2, puisqu'il y a plusieurs types de diabète. On a le diabète type 1 qui touche généralement les enfants. Il est à 10% de la population mondiale.
Sinon, le plus répandu et qui pose beaucoup de problèmes, c'est bien le diabète type 2. Et on le voit, on le voit s'installer chez même les enfants et les jeunes. Oui, suite à l'obésité et, oui, et le changement de notre mode de vie. D'alimentation, surtout. On a les fast-food, là, ce qu'on mange comme shawarma, et on pizza. est plus sédentaire. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que d'abord, le plus répandu, c'est le type 2. C'est plus répandu, c'est le type 2. En Algérie. Et oui, ça ne veut pas dire que le type 1, il n'y en a pas. Si, il y en a quand même. Il est à 10%. Il est de cause auto-immunitaire. Ça, c'est autre chose. C'est un dysfonctionnement du pancréas. Voilà. Oui, on base sur surtout on parle du diabète type 2 puisqu'on peut le prévenir. Ouais. Et après même l'installation de diabète de type 2, bien sûr le diabète type 1 aussi, il a des complications. Les complications, d'accord, mais comme le nombre de diabétiques type 2, il est plus important, donc on base surtout sur la sensibilisation pour le prévenir. Pour le diabète. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est le plus dangereux? C'est quand le taux de glycémie monte ou descend? C'est des complications aiguës. Les deux sont dangereux. Il faut sensibiliser le patient dès la première consultation sur les complications du diabète. Il commence à se comporter devant ces complications. Déjà, pour la prise en charge d'un patient diabétique, on base toujours sur l'éducation thérapeutique, qui est la base. Elle doit passer en premier, et puisque on doit parler, puisque certains patients, ils arrivent la première fois, pour certains, ignorent la maladie. Alors, on essaye de baser sur et parler surtout sur deux choses essentielles qui sont d'abord la chronicité de la maladie, que le diabète, c'est une maladie chronique. On n'en guérit pas, il ne faut pas trop... On doit apprendre à vivre avec. Une maladie chronique qui va vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. Exactement. Puisque pour certains, lorsqu'il arrive la première fois, on arrive à l'équilibrer. Donc après, ils ne vont pas reconsulter et ils vont abandonner le traitement, et ça, c'est un problème. Et malheureusement, lorsqu'ils reconsultent, déjà, ils présentent les complications de la maladie. Autre point qui est important aussi, que le diabète, c'est une maladie évolutive, puisque pour d'autres patients, malheureusement aussi, il se présente la première fois, on arrive à l'équilibrer, mais dans sa tête, à chaque fois, on est en train de refaire le même traitement à chaque fois. Donc il va dire que c'est lassant à chaque fois. C'est trop régulier. Il va se lasser de prendre le même médicament au même. Donc il va dire c'est pas nécessaire d'aller à la consultation, alors que c'est une maladie évolutive. C'est même, malheureusement, on respecte les mesures hygiéno-diététiques, on prend notre traitement, mais pour certains patients, on arrive à un échappement et la nécessité parfois d'intensifier le traitement. Oui, des fois on rajoute, des fois... Mais ce qui est bien, c'est que d'abord, il faut l'identifier, c'est ça. D'où la nécessité de faire des campagnes de sensibilisation. Là, on va juste regarder un petit reportage sur la manière et comment sensibiliser les gens. Ce que vous faites, les polycliniques, surtout en cette journée, à la clinique des diabétiques. Bon, à Constantine, je vous donne l'exemple, où la clinique des diabétiques de Bellevue, où celle de Fileli, il y a une campagne de dépistage.
نحتفلوا باليوم العالمي لداء السكري. احنا اليوم كنا لو بوين سنسيبل هو للتلاميذ، هو الطب المدرسي. حبينا نلموا الاطفال، نشوفوا المرضى التلاميذ المرض بالداء السكري، ودرنا مسرحيه صغيره باش نعتوا التلاميذ المدارس، نحسوهم نوعيوهم لا سونسيبيليزاسيون دي زونفون بارابور لو ديابيت. رانا نحتفلوا باليوم العالمي لداء السكري. On voulait prouver que au niveau de la santé scolaire الفريق الطبي ككل. حنايا اولا كي تقوم الزميله بالكشف، هي تورينتيه لنا حنايا. انا واش الدور تاعي كاخصائيه؟ انا اولا يجب ان نتعامل مع، شوف هو كيعود حنايا في وحده الكشف سي دي ترونش، عندي بريمير، عندي سيام، عندي ان ليسي. فيما يخص الابتدائي سي لي بارون هما اللي نستدعيو الاولياء ونتعامل مع الاولياء ومن بعد نولي للطفل. فيما يخص السيام اوسي، فيما يخص الثانويه قادر يجيونا تاع روحهم، يعني هما بعد على بالهم بالحاله تاعهم. انا نهتم من الجانب النفسي اولا. اول شيء انا لازم نعاون هذا التلميذ والطفل هذا على تقبل المرض، باسكو بصفه عامه صغارك على بالك شيء صعب جدا. كي نقول صعب جدا، يونكور كي نقول لك صعب في الليسي بالك اصعب من البريمير ماهوش فاهم، ما بالوش واش هو مرض السكري. فوالا تقبل المرض، نعاونوا اولا تقبل، باسكو هو يجيني ديجا ماهوش كيف نقول لك نافي المرض، ماهوش مامن بروحه بلي مش قالع خلاص بالمرض. هذه اولا. ثانيا نحاول نعتلو كيفاش يتعايش مع المرض. داء السكري العلاج تاعو يقوم على 3 محاور: الرياضه، الغذاء، والدواء إن كان. صاجي معدي لقيت الورقه هذيك محطوطه، قلت استنى وانا عندي سمانه واحد ل 15 يوم مانيش منين نشوف بيه روحي مالك خلاص. تسمى ضربات تاع بابا الله يرحمه. ودرك كي جيت قصت لقيت عندي سكر. هاي عطاتني لابارا، عطاتني الدواء، ذاك واحد يروح يشري الدواء. انا مريض كي شدتهم هكا قلت نروح نشوف تراس كيفاه لا بحالها. واش اللي قالوا لك؟ 5 غرامات و70. انا عندي مده ونام هكا، ساعه نداوي، ساعه نفكر دواء، ساعه ما نفكرو، ساعه يعطيوه لي، ساعه كل مره كيفاه مانيش حاب نداويكم، مانيش حاب نداوي علاه نجي هنا. لا تستمعي إليهم فإن قلة الحركة مفيدة للأبدان. أنا أريد أن أرتاح بعد كل هذا الطعام. أنا أشعر بالتعب والعطش ولا أرى بوضوح. إيمان سوف نتصل بالطبيب. اتصلي. السلام عليكم، أين هو الطبيب؟ ها هو. عندي السكرية. Voilà, on a repris bien sûr la campagne de sensibilisation de l'année passée, puisque celle d'aujourd'hui n'a pas encore commencé, elle va commencer vers 9h30, 10h. Donc, mais ce qui est important, c'est à travers ces images, c'est la sensibilisation du diabète chez les enfants. Là, c'est le plus difficile à détecter, je pense. Au contraire, c'est généralement la découverte du diabète type 1, elle se fait généralement, malheureusement, l'installation elle est brusque. Elle est brusque avec généralement l'hospitalisation de l'enfant puisqu'il se déclare rapidement. Il se déclare rapidement puisqu'il y a une carence de l'insuline. Donc, Par contre, l'autre, le deuxième, le type 2, là, il est plus difficile à dépister. Puisqu'il passe chez certains patients silencieux. Et donc, c'est pour ça qu'il est difficile à le détecter. Et parfois, comme j'ai dit déjà, c'est à l'installation des complications. D'où l'intérêt du dépistage. Voilà. Alors, les complications, c'est vrai, on ne s'en rend pas compte. Oui. Mais les complications sont quand même assez graves puisqu'elles touchent plusieurs autres organes. Oui, exactement. Après l'installation de diabète, il faut travailler sur la prévention des complications. On sait bien que le diabète, c'est la première cause de cécité, c'est la première cause de l'amputation et c'est la première cause de l'insuffisance rénale terminale.
Donc c'est quand même trois complications très graves. Hein. Ça touche les yeux, eux aussi, les membres et également les reins. Ça, et la prise en charge, elle est difficile et elle coûte énormément. Pour l'État. Donc en plus, il faut travailler aussi sur les autres troubles associés au diabète, comme l'hypercholestérolémie pour les gens comprennent. Le cholestérol, voilà, c'est pour comprendre. Voilà. Donc il faut agir sur l'ensemble de troubles. Aussi l'hypertension, il faut équilibrer les chiffres tensionnels. Donc ça veut dire que quand on est diabétique, on doit faire attention à beaucoup de choses. Là, d'abord, ne pas manger, on va manger sainement, équilibré, mais aussi faire attention aux yeux. On doit consulter aussi les autres médecins. Donc les autres spécialités. Vous avez à la clinique des diabétiques de Bellevue, vous avez quand même plusieurs médecins, vous avez même des psychologues, des nutritionnistes, qui donnent des cours et qui donnent des conseils pour essayer d'améliorer la prise en charge du diabétique qui se fait par soi-même. C'est mieux que par quelqu'un d'autre. Exactement. Au niveau de la maison diabétique, c'est un travail de groupe. On a avec nous des médecins, des nutritionnistes, on a des infirmiers qui sont formés pour le diabète. Et surtout pour éviter les complications et les amputations, chose que vous faites très bien à la maison du diabète. Exactement, on doit prévenir d'abord le pied diabétique. On insiste sur les chaussures adaptées, sur le séchage des pieds, ne pas marcher les pieds nus. Puisque pour certains patients, ils c'est l'une des causes. Exactement, c'est la neuropathie diabétique. On insiste sur aussi les champignons, puisque les diabétiques font beaucoup de champignons, on doit essayer de les traiter à temps. Et même pour même si on a une minime lésion au niveau du pied, on doit consulter. Et on doit traiter à temps. Voilà, ça, c'est pour le pied diabétique. Pour les problèmes de l'œil et le rein, on essaye de faire des bilans réguliers. Régulier, c'est-à-dire une fois par an, une fois chaque 6 mois. Pour l'œil, c'est un fond d'œil une fois par an. Très bien. Et pour les reins Pour les reins, on a un bilan à faire chaque année aussi. On fait la fonction rénale, la créatinine et la CR. On doit les faire et les contrôler au moins une fois par an. C'est du travail, hein, finalement. Hein. Oui, être diabétique, c'est pour se prendre en charge, c'est surveiller l'alimentation, faire du sport, manger. Ne pas oublier aussi que c'est un malade chronique qui ne guérit pas, qui doit rester comme ça. Donc, Et on essaye progressivement d'abord accepter la maladie et essayer et là, c'est le psychologue qui travaille. Oui, et essayer de vivre avec. Voilà, et vivre avec, c'est difficile, mais c'est possible. C'est possible, bien sûr c'est possible. Quand notre santé elle est mise en jeu, on doit quand même faire attention. Alors aujourd'hui c'est une journée dédiée à la sensibilisation et au dépistage. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que maison du diabète? Moi, je l'appelle clinique, mais c'est la maison du diabète. Déjà, il y a une équipe qui est installée à la polyclinique Fileli. Pour les gens qui s'intéressent, on fait le dépistage. Sinon, à la maison diabétique, on organise des ateliers et des séances toujours d'éducation. Et elle est dirigée essentiellement pour les patients déjà qui présentent un diabète. Voilà, pour ceux, c'est pour une meilleure prise en charge. Alors, nos amis téléspectateurs, vous nous entendez, ils nous suivent là, comme c'est la journée mondiale du diabète, qu'est-ce qu'on leur conseille de faire d'abord? On doit leur donner des conseils, parce que c'est important. D'abord, on essaye de changer, pour la population générale, on essaye de changer notre mode de vie, puisqu'on devient de plus en plus sédentaire, l'obésité se voit même chez l'enfant, on consomme de façon excessive le sucre, on va minimiser la consommation du sucre, on doit être actif. Sinon, pour les gens qui ont déjà les facteurs de risque de faire un diabète, n'hésitez pas à faire une glycémie à jeun au moins une fois
une fois chaque année, une fois chaque année. Ouais, ça coûte rien du tout, c'est Exact. dérisoire. Et en plus, à la maison du diabétique, vous le faites gratuitement. Ben, ils peuvent faire une glycémie à Exactement, jeun. oui, oui. Et aujourd'hui, c'est l'occasion parce que les médecins sont dehors, mais ils vont essayer d'interpeller les passants, les citoyens. C'est bien d'aller faire au moins dépister, voir. Ça ne coûte rien du tout. Ça coûte rien Voilà, du et tout. puis surtout, c'est pour essayer de prévenir. Sinon, pour ceux qui sont déjà malades et qui se prennent en charge, quels conseils on peut leur donner? Essayez de ne pas zapper les consultations, essayez d'être au rendez-vous. N'hésitez pas, si vous présentez n'importe quel trouble ou lésion, de venir consulter, même en dehors du contrôle. Alors, il faut rappeler que le diabétique a un contrôle régulier de chaque 90 jours, chaque 3 mois, c'est ça. Exactement. Il peut se présenter chez vous, il peut faire... Je sais que vous bilan. prenez en charge le bilan, vous faites la consultation, vous donnez aussi la prescription, le traitement, et puis vous faites le suivi. Mais en cas de lésion, en cas de... on ne sait pas, des fois à la maison, on se touche, On essaye de ne pas hésiter de consulter pour minime lésion, surtout, je parle surtout pour le pied, puisque si on intervient en amont, toujours, on arrive à guérir plein de problèmes. Là, on va s'arrêter sur le plaie du diabétique parce que c'est une des complications, puisqu'on peut aller vers l'amputation. Dire que vous prenez en charge le pied du diabète et vous avez la technicité pour essayer de sauver. Vous en avez sauvé beaucoup à la maison du diabétique, donc c'est bien, mais à condition que ça soit pris en charge rapidement. Exactement. Il faut pas banaliser. Minimum, une lésion minime, on doit consulter. On doit pas. Il n'y a pas de petite ou grande lésion. C'est une lésion. Une lésion, d'accord. Et pour les patients, il faut essayer d'inspecter le pied à chaque fois par un autre membre de la famille. Voilà. Oui. Puisque parfois sont des porteurs de plaies et ils sont pas au courant, même pas qu'ils présentent une plaie. Là, c'est important parce que c'est vrai que là, on voit beaucoup de gens, des fois, amputés d'un pied à cause d'un petit accident ménager qui n'est rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'on interpelle, il faut dire rapidement, aller rapidement vers le médecin et surtout à la clinique. Alors, la clinique est ouverte tout au long de l'année, hein, la maison du diabète. On travaille du dimanche jusqu'à jeudi. Pas seulement à la journée du diabète, mais tout au long de l'année. De 8h à 16h tous les jours. Et vous recevez beaucoup de patients Beaucoup de patients. Peut-être... et chaque jour, on a les nouveaux patients. On fait suivre presque plus de 18 000 patients au niveau de Bellevue. Chaque jour, on voit plus de 300 patients jour et plus de 7 patients, nouveaux cas par jour. Alors, je crois que vous êtes la seule clinique étatique spécialisée dans le diabète, ici à Constantine. Vous êtes les seuls. Il y a d'autres points de consultation, oui. Mais sinon, principale maison diabétique, c'est bien celle de Bellevue. Celle de Bellevue qui prend en charge toutes les complications et puis vous prenez en charge aussi les médecins. Alors, les mamans peut-être qui nous regardent doivent se poser la question, comment détecter le diabète chez leur enfant, puisque les enfants ne savent pas, ne peuvent pas parler, des fois ils ne s'en rendent pas compte. On ne fait pas généralement le dépistage du diabète. Chez les enfants, sauf si on a tendance à chaque fois qu'ils pleurent à leur donner un bonbon, alors que c'est très mauvais. Pour le diabète de type 1, on essaye, s'il y a un amaigrissement important, si on note que le patient, l'enfant, il urine beaucoup, anormalement urine la nuit, s'il boit beaucoup. S'il a énormément soif, ça c'est exactement, indécis. la fatigabilité, généralement c'est des signes alarmants. Et on essaye de faire un bilan et voir l'hygiène. Ce qui est bien aussi, c'est de sensibiliser par le biais de pièces théâtrales, comme on l'a vu dans le reportage, on l'a vu la saison passée. Ça serait bien que chaque année, dans les écoles, que certaines scénettes se fassent comme ça. C'est bien, ça interpelle les enfants. Oui, surtout, il faut les sensibiliser par rapport à l'apport du sucre, puisque
Oui, c'est la consommation, elle est excessive et on a un capital insulinique, on doit le préserver. Et voilà, c'est vrai. Voilà, l'insuline est là, puis on doit la préserver, puis surtout en consommer le moins possible. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à la fin, docteur, puisqu'on arrive à la fin de notre débat sur le diabète en cette journée. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète. Je demande aux gens de ne pas hésiter à aller dépister le diabète et profiter ce jour d'aller à la polyclinique Filali. Sinon, pour les diabétiques qui ont déjà un diabète, n'hésitez pas de nous consulter au niveau de la maison diabétique. Et pour ceux qui ont peur d'aller chez le médecin, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur d'aller faire le dépistage. Voilà. Bon, c'est la peur, c'est lorsqu'on ne prend pas en charge cette maladie. Oui, si on la prend à temps, et on essaye d'avoir des taux glycémiques normaux, Inch'Allah, il n'y aura pas de complications. Moi, comme je leur dis toujours, au pire des cas, le plus grand malheur qui peut vous arriver, c'est qu'on va vous dire vous êtes diabétique, puis pas la même. Mais on va dire que la prise en charge, c'est bien, c'est une maladie qui est identifiée, connue, qui est traitée, qui a un traitement, et on peut vivre avec facilement. Exactement. En plus, le traitement il est remboursé, alhamdoulilah. Donc, les médecins est pris en charge totalement sont par l'État. installés un peu partout. Des polycliniques sont à proximité des gens, de la population. Donc, n'hésitez pas de consulter. Merci, docteur Boustazhar. Vous faites partie de l'équipe médicale de la maison du diabète. Moi, je l'appelle la clinique, mais c'est la maison du diabétique qui se trouve à Constantine. Elle est unique. Hein. C'est vrai que c'est l'une des rares structures qui est spécialisée dans le traitement du diabète et l'accompagnement des malades. Voilà. Et je vous assure que vous êtes bien pris en charge là-bas. Il y a un accueil. Vous avez pris l'habitude. Parce que je crois que prendre en charge psychologiquement le patient, c'est déjà un pas vers pas la guérison, mais la prise en charge du malade. Oui, on essaye de jouer sur ça. Pour le patient, il adhère à sa maladie, il accepte d'abord la maladie, il adhère au traitement. Il faut jouer sur la psychologie. Très bien. Merci, docteur Boustazhar. Je rappelle que vous faites partie, je le disais, de l'équipe médicale de la clinique ou de la maison du diabète. Je vous rappelle aujourd'hui qu'il y a des campagnes de sensibilisation, non pas seulement en Algérie, mais à travers le monde. Donc, essayez d'aller faire un petit tour, essayer de voir une glycémie, ça coûte rien du tout. Et puis surtout, eh bien, ça peut détecter quelque chose et surtout éviter les complications qui sont plus dangereuses que la maladie en elle-même. Voilà, on va transiter, on va aller à l'université, dans le domaine de l'université, pour parler de l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, pourquoi on parlait à l'université? C'est le développement de l'économie nationale à travers ces nouvelles structures que l'on appelle start-up. C'est quoi une start-up? Comment on se fait? On va essayer de voir avec le professeur Boussemroun Imen, qui est chargé de l'incubateur à l'université de Abdelhamid Mehri de Constantine. Elle va venir nous voir juste après ce reportage qui est un peu une visite à l'université pour voir ce qui se passe là-bas.
كونتاكت لتقنيات حديثه متطوره تسمح لنا باش on évite l'utilisation des techniques manuelles, on passe à des techniques totalement automatisées تخلينا نختصروا الكثير من الوقت، وهذا راح يكون في مصلحة المريض انه يتحصل على النتائج التحاليل الطبيه تاعو في وقت مختصر. تقنيه لا سيرولوجي تو سكي بي سي ار، هادو تقنيات في الماضي كنا نسمعوهم نظريا فقط، اليوم الحمد لله قاعدين نشوفوها في التطبيقي. خطره اخرى نقدروا نستعملوها في عده اطروحات كنا مجبورين اننا نروحوا للخارج باه نشوفوهم، ولكن اليوم راهم هنا. رجعوا هذا المخبر فعال ونبداو نشوفوا لي بارتنير، ومرحبا اللي عنده جميع عنده ان بروجي كما قلت يتفضل وندرسوه ونشوفوا. Voilà, c'est l'université dans son expression, on va dire, la plus saine et c'est sa vocation aussi, d'essayer d'encourager ces jeunes diplômés à créer leur propre entreprise et surtout à mettre en pratique leurs idées, leur innovation. Alors, je dis docteur, parce qu'on avait le docteur, on parlait de médecine. Madame Bousbour Imen. Alors, vous êtes enseignante à l'université Abdelhamid Mehri de Constantine et vous êtes dans le département des NTIC, c'est ça? NTIC, oui. Et vous avez organisé ces journées de porte ouverte sur l'entrepreneuriat. Alors, c'est quoi exactement comme événement? Donc, je suis Imen Bousbour, docteur en informatique, enseignante chercheuse dans la faculté des nouvelles technologies de l'information et de la communication et responsable des projets PFE, c'est-à-dire les projets de fin d'études, inscrits dans le programme du 1275, on en parlera tout à l'heure. Okay. Nous organisons, comme toutes les universités de l'Algérie, des journées de sensibilisation par rapport au partenariat. Ces journées, cette semaine de sensibilisation, elle coïncide, elle est programmée chaque année dans le cadre de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui a lieu du 13 au 17 novembre. En Algérie, du 12 au 16 novembre. Donc ces journées ont pour objectif de sensibiliser les étudiants, principalement ceux qui terminent, donc ceux qui sont en PFE, en projet de fin d'études, les Master 2 notamment, les ingénieurs, dans les écoles d'ingénieurs, et éventuellement les licences, les L3, parce que dans leur parcours, donc, ils vont avoir un premier diplôme. De les sensibiliser, de leur dire, essayez d'avoir un mindset d'un futur entrepreneur très prochainement. C'est-à-dire, je profite de mon PFE, je vais réaliser un projet, je vais réaliser un travail, eh bien, je vais proposer carrément un projet ou un travail qui pourrait être un démarrage d'une entreprise dès que je termine, dès que j'aurai mon diplôme. Je fais mon projet, dès que je termine, le réalise. Je fais mon registre, je démarre mon entreprise ou ma start-up. Alors, c'est vrai qu'habituellement, les étudiants, des fois, il y a certains étudiants qui créent, qui ont une idée, qui essayent de la mettre en pratique. D'autres non. D'autres font seulement leur thèse pour terminer leurs études. Tout à fait. Et là, votre rôle, c'est d'essayer de détecter les étudiants qui ont un projet réalisable sur le terrain. Je pense que c'est ça. De détecter d'une part et de sensibiliser ceux qui n'ont pas ce mindset pour découvrir que le fait d'avoir un diplôme et de démarrer une entreprise, il suffit d'avoir certaines connaissances, d'acquérir des connaissances complémentaires à la formation. Parce que moi, je pense que la connaissance qui concerne l'entrepreneuriat, c'est une connaissance complémentaire. On cherche à créer des emplois, des auto-entrepreneurs, au lieu de chercher un emploi dans une entreprise. Ça peut être une issue qui peut être vraiment très, très prometteuse. Alors, l'organisation de ces journées, qu'est-ce que vous avez fait exactement durant ces journées portes ouvertes? Donc, ces journées sont proposées par le ministère de l'Enseignement supérieur en collaboration avec le ministère des startups et petites entreprises. Donc, c'est un ministère à part, donc, qui a été créé en Algérie pour les startups. Et nous avons donc organisé au niveau de l'université
Abdelhamid Mehri, 3 journées. Le premier jour, qui était le dimanche le 12, c'était une sensibilisation. Nous avons expliqué le concept de start-up, d'incubateur, le rôle de l'incubateur, les labels là qu'ils peuvent avoir, le label de projet innovant qui va lui permettre d'avoir un label de start-up, les avantages qu'ils vont avoir s'ils créent une start-up par rapport à une entreprise. Donc c'était une journée d'information, de sensibilisation, pour connaître ces concepts, pour connaître qu'il y a une issue à l'acquisition du diplôme. Donc il peut avoir une petite entreprise. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, c'était l'entrepreneuriat. Donc, c'était une sensibilisation par rapport à l'entreprise, la petite entreprise, le financement des comment startups. réaliser, comment créer une entreprise. Comment la réaliser. Mais en général, les étudiants ne savent pas quels sont les mécanismes à mettre en les directions qui existent, la direction du commerce, la direction des statistiques, les impôts, la direction des impôts, etc. Comment créer un registre de commerce, quelles sont les formules juridiques intéressantes pour un groupe de jeunes, etc. Donc, il fallait donc, si vous voulez, cette sensibilisation, elle leur permet, elle leur permet d'avoir des informations. D'avoir des informations, voilà, éclairer un peu s'ouvrir sur ce monde. De s'ouvrir sur ce monde, on profite de la dernière année. Pourquoi faire uniquement ma spécialité ? Je peux l'accompagner de certaines choses supplémentaires qui vont me permettre d'ouvrir mon entreprise. Cette journée, moi, que je considère très, très importante, c'est la journée de partage d'expérience. Maintenant, on passe à la pratique. Nous avons ramené, nous avons invité... Voilà, des gens qui ont déjà créé une entreprise à partir de... Des ex-étudiants. C'est des ex-étudiants qui ont terminé leurs études, ça fait 2-3 années seulement. Et, alhamdoulilah, ils ont des startups, ils ont des petites entreprises. Et ils peuvent embaucher les nouveaux recrues. Ouais. Et on essaye, moi personnellement, dans ma vision, je conçois que si on arrive à créer aussi un réseau entre ceux qui terminent et ceux qui vont terminer, et créer des startups qui évoluent dans le recrutement du spécialiste dans la même spécialité et naturellement créer d'autres emplois dans d'autres domaines. Là, ça devient un peu plus technique. C'est-à-dire peut-être créer une plateforme entre ceux qui vont terminer et ceux qui ont déjà... Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Il y a plein de propositions que font nos étudiants en informatique. Donc, ils font plein de propositions de ce genre. Créer une plateforme qui va créer un réseau entre les jeunes entrepreneurs, par exemple, et les jeunes diplômés. Donc, ils proposent plein de choses de ce genre. Genre Yassir, par exemple, qui était une start-up qui a démarré comme start-up, quand même, elle crée une plateforme. Oh, il y en a beaucoup, de petites entreprises qui sont maintenant surtout la vente, la vente sur... La livraison, Presto, elle est invitée chez nous. C'est un étudiant, un ex-étudiant, qui a terminé, ça fait 3 années peut-être. Maintenant, il fait la livraison des repas, du food. Voilà. Et il a fait des contrats à Constantine. Vous voyez, donc c'est une expérience. C'est un jeune issu de l'université algérienne. Issu de l'université, les doctorants. Voilà. Et d'où l'intérêt de ces journées portugaises, parce que des fois, certains sont réticents. On dit que c'est une simple activité de l'université. Non, faut pas minimiser ce genre d'activité. Bien au contraire, c'est un endroit où les étudiants peuvent créer leur entreprise et peuvent avoir des informations et des idées. Ils sont guidés. Exactement, tout à fait. Et c'est un mindset à changer. C'est un mindset, il faut vraiment l'instaurer. Voilà, c'est un esprit à changer. C'est un esprit à changer, voilà. Pour changer, c'est tout. Alors, on va regarder ce qui s'est passé à l'université. Notre consoeur Amina Batouche s'est rendue et nous est revenue avec ce compte rendu.
يصب في إطار تحقيق الالتزام رقم 41 للسيد رئيس الجمهورية لجعل الجامعة مكان أو قاطرة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية محليا ووطنيا، ولما لا تحقيق الأهداف العامة للتنمية. Votre faculté, mais c'est aussi là, c'est le réservoir du développement de l'économie nationale, hein, parce que ces jeunes sont pleins d'idées. Et vous me montriez un étudiant qui sort du lot. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a fait un travail d'intelligence artificielle, un petit appareil qui était équipé d'une application dotée d'intelligence artificielle dans le domaine de l'agriculture. Très bien. Et donc, il envisage de créer sa start-up, Inch'Allah. Il a fait plein de challenges, il était bien classé dans les challenges. Et ce n'est pas son premier challenge, vous avez dit. Oui, il a eu le premier, il était dans la fin de l'année, donc c'était un grand défi. Préparer son mémoire, terminer sa soutenance et faire le challenge de se déplacer à Alger. Ils étaient un groupe, ils étaient 3 étudiants de la faculté antique, ils étaient classés 2e dans le territoire national. Et par la suite, ils ont poursuivi, ils ont d'autres challenges, donc les résultats sont en cours. Mais visiblement, dans les premiers résultats, déjà, ils sont bien classés. Très bien. Donc ça, c'est pour les encourager à créer et les autres étudiants. Alors, vous me parliez de lois, de directives. C'est quoi exactement au sein de l'université? Dans l'an passé, donc, le ministère de l'Enseignement supérieur et en collaboration avec le ministère des Startups ont proposé un programme qui s'appelle le programme 1275. Ce programme, il permet aux étudiants en fin de cycle, donc notamment tous les niveaux, tous les diplômes confondus, licence, master, ingénieur et même doctorat, à créer des projets qui peuvent faire l'objet d'une start-up. Donc, qu'est-ce qu'on a eu l'année passée, l'expérience à l'université Abdelhamid Mehri? On a eu 59 projets dans toutes les facultés. Sur les 59 projets, on a eu pas mal de projets innovants. On a eu 6 labels dans l'université. Ces labels de projets innovants, dans le début de ce mois, ils ont été invités dans le technopôle de l'université Constantine III pour déposer la candidature pour avoir l'aide en termes de local. Oui, pour créer on va en leur parler start-up. après. Hein, pour créer leur start-up. Voilà. Donc, le programme du 1275, l'objectif est de rapprocher les étudiants de l'incubateur. Les étudiants dans l'incubateur, ils vont être accompagnés, ils vont avoir des coachs qui sont généralement des enseignants de sciences économiques qui vont les aider à étudier un peu le marché si leur projet proposé pour le PFE, qui était un simple PFE les années d'avant. Projet de fin d'études seulement. De fin d'études, avec un mémoire. Qui est réalisable sur le terrain. Qui peut être réalisable, voilà. Qui peut, voilà. Mais là, avec ce programme-là, on étudie dans cette année même la faisabilité, la réalisation et surtout les clients et le up de la start-up. Oui. Et le up, l'accélération. L'accélération en termes de clients, en termes de revenus, en termes de création d'emplois, etc. Donc c'est ça l'objectif un peu du 1275. Alors le Technopôle, bien sûr, on a vu quelques images durant le reportage. Le Technopôle de l'Université 3 est impressionnant, d'autant plus que beaucoup il y a on va dire pratiquement une cité intelligente où les start-upers, si on peut les appeler comme ça, peuvent avoir gratuitement l'aide de l'État avec un local pour 2 années, voilà. Avec un prix symbolique de 200 dinars le mois. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Voilà, c'est juste symbolique, mais ils ont un espace à occuper, voilà. Un bureau où ils peuvent déjà pendant 2 ans mettre en pratique leurs idées. Ce qui est important, c'est qu'ils ont la proximité, comme vous le disiez, des enseignants, des encadrants. Exactement. Et qui sont à proximité pour essayer de les orienter en cas de souci. D'une manière légale, et puis surtout, c'est bien. Là, ça c'est important de dire que là, c'est l'aide de l'État pour ces jeunes entrepreneurs. Oui, tout à fait. L'aide de l'État aussi dans les start-up, parce que moi je me rapproche un peu de toutes les lois qui concernent donc les start-up, la création des registres, etc. Les étudiants, quand ils réalisent leur PFE, ils peuvent, moi je leur dis, viser le label de projet innovant.
Donc, le label, il le dépose dans le portail Startup.dz qui est proposé par le ministère des Startups. S'ils ont un label de projet innovant, ils peuvent avoir un label de start-up. Le label de start-up permet de créer donc un registre. Les formes juridiques, c'est EARL ou SARL, c'est les plus voilà, bon, peut-être c'est des détails techniques. Ce qu'ils vont avoir, ils vont bénéficier de quoi? D'une exonération d'impôts, de tout type d'impôts pour 2 années, pour tout le matériel d'investissement. Pour tous leurs investissements, pas de matériel, c'est-à-dire même une voiture, s'il veut acheter une voiture pour l'entreprise, il va être exonéré. La mise en pratique, voilà. La mise en pratique. Donc, l'exonération pendant 2 années renouvelable, et donc là, ça fait quand même... C'est une aide conséquente. Et puis surtout, c'est l'accompagnement des premiers pas, ces premiers balbutiements d'une jeune entreprise. Et là, est-ce que vous, en tant qu'enseignante et en tant que responsable qui aide ces jeunes à essayer de créer l'entreprise, quel est le répondant? Comment se fait la réaction chez les étudiants? Quelle réaction? Chez les étudiants, l'année passée, c'était le démarrage. Donc les étudiants, ils venaient dans les journées de sensibilisation sont très importantes. Ils découvrent. Certains, ils sont réticents, mais certains, ils s'engagent. Naturellement, moi, je pense que ce qui peut sensibiliser le plus et attirer, faire le magnétique des étudiants, c'est les expériences passées. Donc, une journée comme celle-là, comme celle d'aujourd'hui, le partage d'expérience... Le partage d'expérience se fait aujourd'hui à l'université. Il se fait à l'université 2. Le partage d'expérience, il peut trancher chez un étudiant, est-ce qu'il s'engage ou pas. Je pense que les étudiants, entre l'année passée et cette année, ils sont plus motivés, ils viennent plus. Les journées de cette année, on les a organisées chaque université à part, donc on n'a pas le grand effectif dans une seule université pour toute la ville. C'est pas concentré, c'est un peu... Voilà, donc et ce qu'on a organisé à l'université 2, c'était chaque faculté, elle a reçu les coachs chez elle. Donc, on a fait l'ouverture, tout le monde ensemble. Nous avons 4 facultés avec 2 instituts. Donc, parce que le nombre, pourquoi? Parce que le nombre, quand ils sont nombreux, on ne peut pas faire de la sensibilisation. Oui, mais quand ils sont plus réduits, c'est une meilleure sensibilisation. Par spécialité. C'est comme un enseignant, moins il a d'étudiants, plus il est efficace. Par spécialité. Voilà, ouais. Donc, les préoccupations sont les mêmes à peu près. Alors, nous allons suivre ensemble quelques témoignages de jeunes qui ont une innovation et qui sont en train de créer. Ces jeunes sont universitaires, certains sont pratiquement à la fin de leurs études, d'autres non, mais l'idée est là. Et regardez quels témoignages nous les avons recueillis auprès d'étudiants de l'Université 3 de Constantine. المشروع تاعنا يتمثل في إعادة تكرير الزيوت المستعملة. هذه الزيوت التي تتواجد في محطات غسيل السيارات ومحطات القطارات وغيرها من المحطات الأخرى لما لها من ضرر في البيئة والمحيط. بعد تكرير هذه الزيوت نقوم باستخلاص عدة مواد أخرى لها قيمة في السوق الجزائرية والحصول على بيئة خالية من السموم والتقدم بالاقتصاد الجزائري. من خلال هذا الفضاء اجتمعنا لكي نقدم تطبيق الجيرس ثينك تانك. هذا التطبيق يسعى لتقديم مجموعة من الخدمات متمثلة في تقديم تحليلات، تقديم استشارات، تقديم تدريب فيما يخص مجال التخطيط، الاستراتيجية والاستشراف، أيضا فيما يخص المرافقة، سواء كانت هذه المرافقة مع مؤسسات عامة خاصة في جميع المجالات وعلى كل المستويات. جاتنا الفكرة من أنه وزارة الصناعة الصيدلانية طلبت بتصنيع الأدوية ضد السرطان في الجزائر، بما أنه العلاجات الكيميائية عندها آثار جانبية، خممنا أنه ننتج منتج طبيعي من نبتة، هو هذا بالعودة إلى الطبيعة لتخفيف هذه الآثار الجانبية. بأنه النبتة متواجدة بكثرة في الجزائر، قمنا باستخلاص الزيت منها، وبعد هذه الخطوة نقوم بدراسة العناصر الفعالة فيه لاستخلاص العنصر الفعال ضد السرطان. بعد ذلك نقوم بالتجارب السريرية لدراسة مدى فاعلية هذا المنتج. الفضاء راح يعطينا إضافة كبيرة جدا، خاصة أنه راح يكون في تعاون مع عدة مشاركين أو تحت تأطير دكاترة وأساتذة راح يمكنونا به نطبقوا بعض المعارف، راح يتيح لنا طبعا تواصل أكثر مع المختصين في هذا المجال، ونحاولوا نشكلوا حلقة تعاون بين بعض وين نعرضوا مشاريعنا نحاولوا نطوروها إلى غير ذلك.
الحل تاعنا هو عبارة عن سيارة كهربائية ب3 عجلات موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة. كطلبة هندسة ميكانيكية حاليا ما زالنا في مرحلة التصميم، مرحلة دراسة المشروع. بعد ما نكملوا الجانب النظري بإذن الله ننطلق ديريكت في الجانب التطبيقي. احنا ممتنين لأنه وفروا لنا الأرضية وين نخدموا، وبيان سور ميم حتى بعد التخرج راح تكون عندنا الفرصه انه نستغلوا لي زانكيباتور ولا المقرات اللي وفروهم لنا والفضاءات الموجوده هنا في الجامعه باش نكملوا في المشروع تاعنا. قمنا باقتراح فكرة لتحويل الزيوت المستعملة وهي زيوت القلي إلى مواد يمكن إنتاجها محليا، ومن بينها لي زويل دو باز ليبريفيونت بيوسورسي. هذه المواد تاعنا المنتوج تاعنا هذا عنده كاليتي. حاملة مشروع ترانسفورماسيون اجيل او سان دي زونتربريز التي هي عبارة عن تحويل إدارة مرنة على مستوى المؤسسات عن طريق إنشاء منصة رقمية منصة تك. Alors, quand on écoute tous ces projets, tout ce que font là, c'est un réservoir extraordinaire pour le développement de l'économie nationale si les idées venaient à être mises en pratique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense qu'il suffit de trouver comment les mettre en place. Les mettre en place, créer l'entreprise. Et elle va offrir une création d'emplois. C'est surtout ça. Hein, oui, une création d'emplois et pour l'entrepreneur lui-même, et pour le start-upper lui-même, et pour tous ceux dont il va avoir besoin, donc tous les emplois, tous les postes qu'il va créer par son entreprise. Alors, je profite de votre présence sur notre plateau parce que vous êtes enseignante dans une spécialité un peu qui est en vogue, on en parle beaucoup, mais l'intelligence artificielle qui est là, ça consiste en quoi exactement? Parce que bon, elle nous aide un peu partout, elle est toujours présente, on s'en rend pas compte, mais l'intelligence artificielle est là, elle est présente dans notre quotidien, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, d'abord le mot intelligence, moi j'aime beaucoup une définition qui dit que tout ce qui est surprenant peut être considéré comme intelligent. Un système d'intelligence artificielle, quel qu'il soit, il donne l'impression à l'utilisateur de la machine, du téléphone, du PC, que la machine est intelligente. Mais c'est un programme qui est derrière. C'est un programme. Donc, il doit donner l'impression qu'elle est intelligente, qu'elle le comprend. Il doit vous étonner, en quelque sorte. Il doit étonner, exactement. Et il doit donc faire toujours le comportement. Actuellement, l'intelligence artificielle, elle permet donc à la machine de faire le comportement que son user attend. Donc répondre à ses attentes sans qu'il ne le sent. Il sent que vraiment, sa machine, elle fait partie de lui, elle réfléchit comme lui, il a l'impression de ça. Et je pense que ça, c'est un grand succès de l'intelligence artificielle. Parce que là, ça fait... On va dire que c'est se faire passer pour un être humain alors que finalement, c'est une machine. C'est une machine, exactement. Qui est programmée, il faut le dire. Oui. Et vous enseignez tout ça à programmer la machine à devenir intelligente. Oui, c'est ça Oui, les technologies qui permettent à la machine de faire des comportements qui sont intelligents. Oui, bien sûr. Alors, et vos étudiants Ah oui, ils excellent, hein. Ils excellent, carrément. Alors, je sais que vous ne prenez que les meilleurs, qu'il y a une sélection, excellent, oui. mais... Nous avons deux parcours maintenant. Nous avons le parcours ingénieur et le parcours LMD, mais ils excellent, honnêtement, dans leurs travaux, dans les TP. Oui, ils découvrent bien, avec tout. Il y a une grande ouverture dans le monde actuellement. Il y a plein d'outils qui existent. Vraiment, moi, je pense qu'ils excellent. Peut-être pas la totalité, mais une grande majorité. Alors, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans notre quotidien aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle peut encore nous améliorer comme mode de vie, comme comportement? C'est-à-dire son domaine d'activité, est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est-à-dire par rapport à nos étudiants, qu'est-ce qu'ils peuvent, dans quel domaine en Algérie? Oui, bien sûr, chez nous. Je pense que déjà il existe pas mal d'outils qui existent, qui sont intelligents, qui sont donc déjà instaurés en Algérie. Il me semble que les domaines qui sont actuellement très favorisés, la santé, on a besoin de beaucoup d'intelligence artificielle. Dans l'agriculture,
Parce que le traitement, oui. Et donc, les challenges actuellement qui font sortir, qui font émerger donc, ces compétences, on les montre donc, dans l'agriculture, sont déjà nombreux. Il y a un intérêt particulier à l'agriculture actuellement, dans l'éducation et l'enseignement. Donc un suivi, oui. Et chez les enfants, on avait remarqué que... Les enfants, chez les lycéens... Il y a un intérêt particulier des enfants pour l'intelligence artificielle, tout ce qui est robotique et puis... Oui, tout à fait. Tout à fait, même dans les applications. Dans l'enseignement, par exemple, selon le niveau d'un petit, je peux adapter le programme à lui donner, les quiz que je peux lui donner, un feedback, donc un retour par ses réponses pour voir quel est son niveau, je décide de la suite, etc. Donc, je pense que dans tous les domaines de la vie, et je pense qu'en premier lieu, donc la santé, peut-être l'agriculture, je dirais l'éducation. La santé et l'agriculture sont les deux domaines, et puis l'éducation. L'éducation, moi je pense. Et l'économie, l'analyse des données, parce que l'analyse des données dans tous les domaines, que ce soit dans la santé, pour minimiser, par exemple, tout à l'heure, vous étiez dans une émission sur le diabète, par exemple, on peut faire une analyse de données, donc récolter des données. Quels sont les facteurs des complications, par exemple, du pied? Est-ce que c'est la malnutrition? Est-ce que c'est le malade qui ne suit pas son traitement? Ouais. Donc, une analyse de données pourrait faire la différence, pourrait donner, si vous voulez, les causes par une synthèse rapide. Vous voyez, donc l'intelligence artificielle peut être présente partout. Puisqu'on est dans la journée mondiale du diabète, donc ça veut dire qu'on peut créer, grâce à l'intelligence artificielle, une meilleure prise en charge du malade du diabète avec sa maladie. Oui, bien sûr. Nous avons proposé pas mal de projets, mais ils n'ont pas été concrétisés. Mais nous avons proposé plein de projets sur le diabète, sur les maladies cardiovasculaires. Par exemple, si vous pouvez nous citer un exemple. C'est juste à titre d'information, parce que là, nous sommes dans la journée du diabète. Peut-être un exemple. Je vais citer deux projets que moi-même j'ai encadrés. Un projet, j'avais un étudiant qui était excellent. Son père était médecin. On a eu la chance d'avoir la connaissance sur les maladies, les trois maladies, donc l'hypertension, le cardiovasculaire et le diabète. Et nous avons proposé un système qui permet à un malade, selon son bilan, un bilan que nous avons simulé par des capteurs carrément qui sont placés. D'accord. On propose des doses d'insuline, la dose de traitement, du traitement entier, en fonction de sa journée. Par exemple, on a proposé ce sujet dans l'optique de l'utiliser, par exemple, pour un malade qui est dans un voyage au Sahara, il est dans un endroit où il ne peut pas être contrôlé, donc il est loin de tout le monde. Avec le système, donc c'est des capteurs, ils vont capter donc, les différentes mesures physiologiques, je pense qu'ils les appellent comme ça. Physiologiques, oui. Oui, il les prend et sur place, il lui indique, tiens, rajoute un peu une dose d'insuline, fais cela, fais ceci. 2 années après, j'ai eu un étudiant qui était excellent. Il était major de promo chez nous, en informatique, major de promo médecine. Il faisait 2 formations en même temps. Je lui ai proposé un sujet, de travailler sur l'adaptation de la dose de l'insuline pour n'importe quel âge. Il m'a dit en ces termes, Madame, la machine ne remplace pas l'humain. Je lui ai dit, on va faire une étude. Il a fait l'étude, il a réalisé le projet, il était épaté. Il a fait son travail avec un endocrinologue. D'accord. Nous avons fait une grande base de connaissances sur le diabète et nous adaptons, c'était dans le but de l'intégrer dans ce qu'on appelle la pompe à insuline intelligente. La pompe à insuline, on voulait intégrer le programme. Voilà. Mais il n'a pas été réalisé, c'est-à-dire il a été réalisé soft, c'est-à-dire plateforme et programme. Ça veut dire que le programme existe, il n'a pas été réalisé. Voilà. C'est-à-dire si on trouve oui, exactement, c'était une base de connaissances vraiment costaud parce que il l'a fait avec des spécialistes. S'il a fait les 2 études en Avec parallèle, un ça bon doit être un génie. Là. Oui. Ça, c'est quelqu'un à suivre. Mais c'est bien. Oui, donc il y a plein de propositions. Même les plateformes, Yani. Honnêtement, quand je vous parle de Presto, de Travis, c'est un ex-étudiant de la faculté, d'autres qui créent des boîtes de communication, ils font même de l'organisation des expos, des expositions, des événements, etc. Donc il y a tout un travail à faire. Ils font du travail vraiment pro.
Parce que quand on parle d'une plateforme là, de livraison, ça paraît simple, mais... Ça paraît simple, mais le passage à l'échelle n'est pas évident. Le passage à l'échelle, n'est pas évident. Quand j'ai plein de clients en même temps qui commandent tous la même chose ou différente. Est-ce que ça bug pas? Est-ce que ça s'arrête pas? Vous voyez, donc là, je parle d'informatique. Et on peut projeter sur toutes les autres spécialités. Moi, à l'incubateur, j'ai rencontré des étudiants en économie, en sociologie, en psychologie, en sport, parce que c'est la même université, qui ont des idées incroyables. Voilà. Comme quoi, les idées ne manquent pas, il suffit juste de les accompagner et d'accompagner l'innovation estudiantine, si l'on peut le dire comme ça. Exactement. Voilà. On va terminer, puisque là on arrive à la fin de notre plateau dédié aux startups et aux journées portes ouvertes. Si vous avez une conclusion, je vous laisse conclure, madame. Moi, j'encourage tous mes étudiants à travers le territoire national de se rapprocher du programme du 1275 parce qu'ils vont découvrir un état d'esprit qui pourrait être utile. Je ne dirais pas qu'ils vont tous créer des startups, non, quand même. Essentiellement. Mais ils vont au moins acquérir des connaissances complémentaires à leur formation, des connaissances sur comment rendre mon projet rentable et comment le rendre un projet qui passe à l'échelle. Qui se développe. Merci beaucoup. Je rappelle, Bousbour Imen, que vous êtes enseignante à l'université Abdelhamid Mehri de Constantine, Université 2. Puis là, voilà, nous sommes revenus sur ces journées très intéressantes sur l'entrepreneuriat au sein de l'université. Puis voilà, on encourage tout le monde à innover, mais surtout à essayer de mettre en pratique les idées. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas sous-estimer les idées. Toute idée est bonne à mettre en pratique. Exactement. Et là, je crois que c'est votre rôle en tant qu'enseignant d'accompagner ces jeunes étudiants. Merci beaucoup. Bien, nous, on va juste faire un petit tour à Sétif, où il y a quelques jours s'est déroulé la rencontre habituelle et puis le séminaire sur la gynéco. Et c'est le professeur Chouali Leila qui organise, grâce à ses, bien sûr d'autres médecins, mais c'est chaque année avec beaucoup d'intérêt que ce séminaire tient un rôle de mise à jour des données, notamment pour le cancer du fibrome, notamment pour tout ce qui est maladie gynécologique. Le retour sur ce séminaire avec nos amis Saïd Belounis et Akram Ayadi. Ensuite, eh bien, nous parlerons de préservation du patrimoine matériel et immatériel. La patiente 1800 décès césarienne. Fracture, hospitalisation. Non-dolorisme. هذا المؤتمر جاء في إطار يعني تحيين وتحديث معلومات مختلف الإطارات الطبية من قابلات وأطباء مختصين وأطباء عامين في المجال باش نواكبوا المعلومات الجديدة اللي راهي في هذا المجال. وبالطبع اللي راح يكون فرصة إن شاء الله يكون فرصة لكل أطباء باش يديروا تحديث المعلومات تاعهم. هذا المؤتمر راح يكون في هذه الطبعة الأولى تاعو، وحنا راح نكون كما نقولوا راح تكون تجربة لولاية الطيف باش نديروا مؤتمرات أخرى وتكون أكبر من هذا المؤتمر إن شاء الله. Le bilan thyroïdien du dépistage doit être... Ces activités de recherche. المضمون الكامل تاعهم هو كيف نتفادى من هذه المضاعفات عند النساء، سواء كان سرطان او الامراض المزمنه مثلا كما مرض السكر، مرض الضغط الدموي وكذا، وتختير الدم عند المراه الحامل وهذا. فاليوم هذا الملتقى هذا يجمع ما بين تقريبا 12 حتى ل 14 صوره من هذه الامراض عند المراه الحامل وغير الحامل، حتى المراه المسنه يعني. Et les multidisciplinaires en consultation avec les obstétriciens.
طلبة طب سطيف الذين حضروا هذا الملتقى الوطني الأول من نوعه بالولاية لرؤية مزيج من الخبرات من الأطباء المختصين والأساتذة في هذا المجال لرؤية أحدث الدراسات والتطورات في هذا المجال للنهوض بالقطاع. أهم شيء وصلنا عليه في هذا الملتقى هو الدراسة الحديثة التي وصل إليها طب أمراض النساء والتوليد، والذي يتطلب من طالب الطب أن يكون على دراية بما يحدث يوميا في هذا المجال. هذه أول مرة اللي يديروا ورشات مخصصة للمرضى، ما يحضرش فيها البيرسونيل ميديكال، يحضروا فيها أكثر شيء المرضى باش يسقسيوا بطريقة سهلة الأخصائيين في هذا الموضوع هذا. والموضوع مهم جدا. الاندوميتريوز هو مرض يعني مهم جدا ويقيس بزاف ناس على هذيك اللي هذه سابقة. إنهم على الهدى لمن Eh bien voilà, nous étions à Sétif avec ce séminaire sur la gynécologie. Mais là, on va parler d'un autre sujet complètement différent. On va parler d'abord de l'importance de la préservation du patrimoine matériel et immatériel de chaque peuple. Et chaque nation a besoin de conserver ses traces d'histoire, parce que de l'histoire se définit l'avenir. Alors le professeur Tautau Hussein, bonjour d'abord, merci d'être là. Ça va, merci. Tout l'honneur est pour moi. Non, alors le plaisir et l'honneur est pour nous, parce que d'abord moi je dis toujours, vous êtes une encyclopédie ouverte et c'est bien de nous éclairer. Alors pourquoi on vous fait appel? D'abord parce que là il y a un patrimoine d'abord humanitaire, qui risque d'être détruit par la sauvagerie sioniste en Palestine. Bon, nous sommes solidaires indéfectiblement avec nos frères palestiniens, mais là, nous, on essaie quand même de voir. Il y a un patrimoine extraordinaire en Palestine. Oui, tout à fait, parce que cette question du patrimoine, elle est très importante. Et rares ceux qui la connaissent. D'abord, pour commencer, permettez-moi d'exprimer mon dégoût face à ce qui se passe aujourd'hui. C'est une guerre sale et qui n'a pas d'excuse. Aucun argumentaire. Que nous condamnons fermement et nous espérons qu'elle s'arrête le plus vite possible. Parce que ça va générer un mal qui va toucher tout le monde. Personne ne sera épargné à l'abri de tout ça. Là, c'est le soutien d'un nombre de cultures, voilà. C'est la moindre des choses. Nous soutenons la Palestine. C'est inacceptable ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Inacceptable et insupportable. On ne peut pas se taire face à ça. Le monde entier s'est soulevé contre tout ça. C'est criminel. Il faut que tout ça s'arrête. Voilà. Et nous, en tant qu'Algériens, on ne peut pas rester insensibles. Nous sommes de facto de naissance génétiquement avec nos frères palestiniens. Et permettez-moi à ce sujet, à cette occasion, de saluer la position de l'État algérien et du peuple algérien. Inchangeable. Inchangeable. Parce que nous connaissons la guerre et nous savons qu'est-ce que c'est que l'oppression. Nous l'avons vécu. Et nous l'avons vécu, tout simplement. Revenons à votre question. Le patrimoine, d'une manière générale, il est très très important. Pourquoi? Pour une raison très simple. Au début du XXe siècle, l'humanité a compris une chose très importante, qui est la suivante. C'est que l'arme fatale qui fait disparaître les peuples, qui anéantit les peuples, ce n'est pas la bombe atomique, c'est la culture. Si on veut te détruire, on te formate.
l'expression. Voilà, formater, c'est voilà. Gommer tout ce qu'il y a, c'est gommer l'histoire. On gommer Voilà. ta culture. Bimana, on va frapper et détruire ton identité culturelle. On va te frapper dans ton identité culturelle. Ouais. Et ça, c'est une arme redoutable, hein, qui te dépasse loin concernant son effet destructeur, la bombe atomique et toute autre arme métallique ou chimique ou tout ce que vous voulez. Ouais. Il faut aujourd'hui qu'on soit conscient de tout ça. Regardez qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre de l'Irak. Par quoi ils ont commencé? Ils ont commencé par les musées. Ils ont commencé par détruire et voler toute trace de civilisation de ce peuple. Entre les deux guerres, la première et la deuxième guerre mondiale, le régime nazi a joué énormément sur la culture. Et permettez-moi de vous dire que c'est à ce moment-là que la science archéologique a connu son développement. C'est entre les deux guerres qu'on a commencé à s'intéresser à l'archéologie et à la recherche archéologique. Et même la recherche archéologique, elle était gérée et comment dirais-je, sous contrôle du régime nazi. Oui. Du régime nazi. Parce que c'est cette science, avec les découvertes, les traces des autres civilisations, qui va servir, ils l'ont fait, leur idéologie nazie. Ce sont ces découvertes archéologiques qui sont les traces des autres civilisations utilisées par les nazis pour justifier leurs crimes de guerre. Leurs crimes de guerre. Permettez-moi de vous dire aussi, qu'est-ce qui détermine l'identité d'un peuple? C'est ce que j'allais demander justement. Oui. Ce sont ces découvertes archéologiques. Son patrimoine. Et son patrimoine. Sa culture. Ces découvertes archéologiques qui vont être par la suite classées patrimoine de la nation. Concernant la culture, comment dirais-je, qu'est-ce qui définit la culture d'un peuple? Oui, c'est vrai que c'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui définit? Qu'est-ce qui fait que ce peuple-là, par exemple nos frères palestiniens, pourquoi on les identifie comme palestiniens? C'est parce qu'ils ont une même culture, une même langue, une même coutume, pratique et une même histoire. Ou ce sont ces découvertes qui sont les traces de ces peuples laissés par des générations et des générations, hein, qui déterminent cette identité culturelle. Vous voyez l'importance maintenant, d'abord du patrimoine, et plus que ça, de la recherche archéologique. Oui. De la recherche archéologique qu'on a tendance à négliger et à la mettre au même niveau des autres sciences. Alors que non, normalement, la recherche archéologique, moi je demande d'ailleurs de ces plateaux que la recherche archéologique, les institutions universitaires, soient rattachées directement à la présidence de la République. Comme en Égypte. Comme en Égypte. C'est-à-dire l'importance de l'archéologie parce que c'est elle qui détermine les recherches. Parce que l'enjeu est grand. L'enjeu est grand. L'enjeu est grand. Alors, quand on voit le sionisme massacrer les identifiants, maintenant, on comprend la barbarie. Pourquoi? C'est pour essayer d'éliminer nos frères palestiniens. Alors que c'est pour ça que nous on crie non, attention, non. Voilà. L'entité sioniste, depuis sa création en tant qu'État, elle contrôle la recherche archéologique dans cette région. Personne ne respire, personne ne joue avec
C'est elle qui contrôle la recherche archéologique, pour les raisons que je viens de citer. Oui. Parce que je pense qu'ils ont compris que l'importance d'une nation réside dans son histoire, dans sa culture. C'est pour ça vous que... n'existez pas sans identité culturelle. Si vous n'avez pas de culture, vous savez, parmi les créateurs du bon Dieu, ceux qui n'ont pas de culture, ce sont les animaux. Oui. Ce sont les animaux. Donc, tu n'as pas de culture, c'est comme si, qu'est-ce que tu fais là dans cette terre? Mais oui, non. bon. Et c'est ce qu'ils ont fait les nazis, et c'est ce que font aujourd'hui les sionistes. Même la France a fait la même chose. Chez nous en Algérie. Eh bien oui, elle a commencé par faire de la recherche. Elle a envoyé les explorateurs scientifiques qui étaient des militaires. Ils ont commencé à travailler sur le patrimoine, recenser le patrimoine, parce qu'ils croyaient, pour justifier la colonisation. Pour justifier la colonisation française. Eh ben, pour justifier le crime barbare. Oui. Voilà, et tous les crimes commis par ce régime. Donc, la culture, l'archéologie, la recherche archéologique, elle a pour objectif d'apporter les arguments nécessaires pour justifier l'expansionnisme des régimes. Oui. Et la colonisation d'une manière générale. Et la France, quand elle est venue en Algérie, elle a commencé par travailler et faire des fouilles et faire des recherches. Oui. Même avec des amateurs, qui étaient des militaires, des administrateurs. Voilà. Donc l'enjeu est grand. Et j'espère que tout le monde, pas uniquement l'État algérien, malgré elle fait beaucoup pour le patrimoine. Oui, l'Algérie. Elle fait beaucoup pour le patrimoine. Pour la préservation du patrimoine. Heureusement. Voilà, c'est vrai qu'il y a une action de l'État pour préserver et surtout protéger. La protection est très lutter, en plus de ça. Ce n'est pas suffisant de protéger, mais lutter contre tous ceux qui prétendent détruire qui cherchent à détruire notre identité culturelle. Et Dieu seul sait quelle est la richesse de notre patrimoine qui, à travers les siècles, eh bien, il y a toujours eu des traces et malheureusement, beaucoup de signes ont disparu. On a été spoliés, il faut le dire. Oui, il y a beaucoup de trucs. Moi, j'espère que dans chaque région de l'Algérie, je souhaite que l'Algérie soit couverte par les musées. Chaque daïra, chaque beledia, chaque kada, il faut qu'il y ait un musée. Parce que le pays est très riche. Et c'est ce qui comment dirais-je, qui nous garantit l'avenir. Oui. C'est ce qui nous garantit l'avenir. La protection de notre histoire, de notre passé. Voilà, on va terminer par... c'est bien de relever l'importance culturelle de la préservation du patrimoine matériel et immatériel, parce que c'est ce qui nous permet de vivre et d'exister. Et d'exister. C'est une arme fatale. Il ne faut pas oublier ça. Voilà. Un dernier mot, Monsieur Tautau. On demande la paix. Ouais. On demande la paix. Nous demandons le bon Dieu, la semaine. Inch'Allah, ya Rabbi, oui. C'est qu'on cherche la paix. On cherche la paix. C'est tout. Chez nous et dans le monde. Et moi, je vais vous relayer pour soutenir encore une fois, et puis parce qu'on ne peut pas rester insensible aux crimes barbares. C'est l'horreur. Chaque jour, les images qui nous parviennent sont... Je ne sais pas, je n'ai même plus de mots pour les qualifier. Mais nous ne devons pas rester silencieux. Nous sommes là pour soutenir, aider. Et qu'est-ce qu'on peut ? Nous sommes là pour prier pour que Dieu préserve nos frères palestiniens. Je vais remercier M. Tautau. Merci d'avoir éclairé nos esprits sur l'importance du patrimoine. Je vais remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés depuis tôt ce matin. Ils étaient tous mobilisés au studio de la station régionale de Constantine avec la réalisatrice Sarah Ikhlef. Je vous retrouverai, Inch'Allah, pour le mardi prochain, Inch'Allah, pour un autre bonjour d'Agilite. D'ici là, bien, bonne fin de semaine et à très bientôt. On se quitte avec cette belle chanson qui soutient nos frères palestiniens, les de Bouhbila.
أرض العزة أرض التين والزيتون ارفع رايات النصر لا تخضع لبني صهيون غزة أرض العزة أرض التين والزيتون ارفع رايات النصر لا تخضع لبني صهيون يا رامي الحجر الصامت ثائر دوما ومجاهد يا رامي الحجر الصامت ثائر دوما ومجاهد وبرغم الظلمة منصور وبرغم القسوة عائد وبرغم الظلمة منصور وبرغم القسوة عائد 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 يا رامي لا تيأس لا تخشى ظلم الناس فجهادك هذا أخي فيه سبيل لخلاص يا رامي لا تيأس لا تخشى ظلم الناس فجهادك هذا أخي فيه سبيل لخلاص ارفع يا رامي سلاحك قرآنك يشفي جراحك ارفع يا رامي سلاحك قرآنك يشفي جراحك فالحجر سيمحو الباطل وستأتي شمس صباحك فالحجر سيمحو الباطل وستأتي شمس صباحك عائد 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 يا شيخا كنت قائدا ورفعت رايات الدين بجوار الله شهيدا يا أحمد يا ابن ياسين يا شيخا كنت قائدا ورفعت رايات الدين بجوار الله شهيدا يا أحمد يا ابن ياسين يا شيخا عالي الهمة أيقظ بجهاده أمة يا شيخا عالي الهمة أيقظ بجهاده أمة في الله سنأمل دوما لا في سلام أو قمة في الله سنأمل دوما لا في سلام أو قمة عائد 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 يا قدس عهد منا أن نبقى فيك رجال فالنصر وإما الجنة مطلب يصنع أبطال يا قدس عهد منا أن نبقى فيك رجال فالنصر وإما الجنة مطلب يصنع أبطال إنا أجناد الله نحيا صناع حياة إنا أجناد الله نحيا صناع حياة سنجيب نداء الداعي إن قال وإسلاما سنجيب نداء الداعي إن قال وإسلاما عائد 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 يا أمتنا لا تهني فسنعلو بدين الله فسنعلو بدين الله بالروح يمينا نفدي صوت الحق وصدى يا أمتنا لا تهني فسنعلو بدين الله بالروح يمينا نفدي صوت الحق وصدى هنا غزة الحرة تنادي هنا نصر وكسر معادي هنا غزة الحرة تنادي هنا نصر وكسر معادي هنا يهتف أقصانا دوما عائد يا جيش بلادي هنا يهتف أقصانا دوما عائد يا جيش بلادي ثائر كالبركان حرر أقصانا نعلو نمحو قيد الطغيان من غزة سنفجرها والضفة سنحررها من غزة سنفجرها والضفة سنحررها من عكا نهتف دوما عائد جيش الرحمن من عكا نهتف دوما عائد جيش الرحمن عائد عائد عائد